Le secret de mon couple, après 28 ans ensemble, ce n'est pas qu'on ne se dispute pas, c'est qu'on se dispute bien. C'est vrai que quand on pense à une relation amoureuse, notre idéal ce serait que ce soit le beau fixe tout le temps, que ce soit l'entente parfaite et qu'il n'y ait jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une dispute. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où on est deux êtres humains différents, eh bien, par essence, il y aura des différends. Donc la clé de la qualité d'une relation de couple et de sa longévité, ça n'est pas l'absence de disputes, c'est la qualité des disputes. Mais la plupart d'entre nous n'avons pas appris à bien nous disputer, et donc c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Je vais vous donner 3 clés à prendre en main impérativement si vous voulez apprendre à bien vous disputer. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, autrice et la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Donc Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a accompagné plus de 4000 personnes et chaque semaine sur cette chaîne, je vous propose des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets pour que vous puissiez transformer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Donc quand on a envie d'apprendre à bien se disputer, quand on a envie de mieux mener ces discussions parfois houleuses qu'on peut avoir dans le couple ou dans n'importe quelle relation, le conseil qui est souvent donné et qui est absolument valide, c'est de s'intéresser à la qualité de notre communication. Et donc on parle notamment de la communication non violente, c'est une ressource très très utile, qui permet de s'efforcer d'avoir une communication collaborative, de parler plutôt de soi, de parler plutôt en termes objectifs, de ne pas accuser l'autre, de ne pas insulter l'autre, de ne pas agresser l'autre, et d'essayer de ne pas dire des choses qui dépassent notre pensée et qu'on pourrait regretter après. Donc ça, c'est un conseil qui est absolument valable et donc je vous encourage à faire des recherches là-dessus. Mais en réalité, la difficulté que rencontrent la plupart des gens, c'est dans la mise en place en pratique de ces conseils. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche souvent d'avoir ce type de communication, qui est très belle sur le papier, c'est que en fait, nous, on est complètement emportés par nos émotions. Et donc c'est ça qui m'amène à la clé numéro 1 à prendre en main pour pouvoir bien vous disputer, c'est d'apprendre à identifier l'activation de votre système nerveux. D'apprendre à identifier cette activation et d'en prendre la responsabilité pour ne pas rendre l'autre responsable de cette activation. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc si vous découvrez cette histoire du système nerveux, là aussi on pourra vous mettre dans les commentaires un lien vers des épisodes de Change ma vie qui parlent de ça. Mais en fait l'idée c'est de se dire que dans une situation de dispute ou une discussion un petit peu houleuse, en fait notre système nerveux perçoit une forme de menace ou une forme d'attaque. Et donc, à partir du moment où notre système nerveux perçoit une menace ou une attaque, il va s'activer pour essayer de se défendre de cette menace et de cette attaque. Donc, ça peut être, cette menace ou cette attaque, ça peut être ce que l'autre personne a dit ou fait, qui déclenche pour nous une réaction, ou alors ça peut être l'autre personne qui enclenche une discussion en nous faisant un reproche. Et donc là, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve passionnant avec le système nerveux, c'est que on a tous un câblage différent et on a tous des façons différentes de s'activer dans des situations de dispute. Donc, schématiquement, on a 4 réactions auxquelles vous avez peut-être été confronté vous-même dans votre propre système nerveux, ou alors vous avez entendu, vous y avez été confronté, c'est sûr, mais peut-être que cette typologie, vous l'avez déjà entendue. Il y a 4 réactions possibles de notre système nerveux face à une menace. La première, c'est, on dit en anglais fight, donc c'est le combat. Et donc c'est quand je me sens menacée par quelque chose, donc par exemple par un reproche qui m'est fait, je vais être en contre-attaque, je vais être sur la défensive et je vais empiler un reproche sur un reproche, me défendre, etc. Donc ça, c'est la première réaction que peut-être vous identifiez. C'est, on monte au front et on va essayer de se défendre. La deuxième réaction possible, c'est flight, donc c'est la fuite. Et ça concerne les personnes qui, quand il y a un reproche ou quand il y a un début de dispute, vont essayer de fuir la dispute. Et donc, par exemple, dire écoute, on en parlera à un autre moment parce que là, il faut que j'aille travailler, ou c'est au téléphone et je peux pas rester, je raccroche. Donc c'est, je mets un terme à la discussion et je pars. Donc je quitte la scène. Donc peut-être que vous, c'est comme ça que vous réagissez aussi. La quatrième typologie de réponse à ça, c'est... ça s'appelle en anglais freeze, donc c'est je me fige.
Et donc ça, ce sont les personnes, vous avez peut-être déjà eu, alors soit vous, la situation, soit face à vous, qui en fait se mettent en mode en fait paralysie. En fait, ce sont des personnes qui n'ont plus accès à leurs mots, ne peuvent plus réagir et en fait attendent que ça se passe. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que y a une personne qui continue à se disputer, mais en face, l'autre personne, elle est mutique et c'est comme s'il n'y avait plus personne. Donc ça, c'est une réaction aussi. Et la quatrième typologie de réaction, qui est moins connue, c'est ce qu'on appelle en anglais fawn, donc c'est F-A-W-N. Et to fawn, c'est en fait essayer de revenir dans les bonnes grâces de la personne en face de soi, donc avoir un comportement et des propos qui vont complètement dans le sens de l'autre personne pour essayer d'apaiser sa colère, d'apaiser ses reproches, etc. Et donc ça, ce sont les personnes, et peut-être vous, qui, dans une situation de dispute, au lieu de faire valoir leur propre point de vue, leur propre ressenti, etc., en fait, s'oublient complètement pour aller complètement dans le sens et peut-être s'excusent, admettre des trucs qu'elles n'ont pas fait, s'excusent pour des trucs pour lesquels elles ne sont pas désolées, et en fait, mais en fait, c'est dans un espèce d'effort d'apaisement. Et dans le contexte d'une dispute, et d'une dispute de couple en particulier, c'est absolument capital d'avoir conscience, vous, de vos schémas d'activation, c'est-à-dire comment est-ce que votre système nerveux réagit dans ces situations-là, mais aussi de percevoir les modes de fonctionnement du système nerveux de votre partenaire, de la personne avec qui vous vous disputez, quand il ou elle est activé. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans une dispute, si on n'est pas conscient de ça, en fait, on a les deux réactions des systèmes nerveux l'un de l'autre qui sont, c'est comme si on avait chacun au lieu d'être soi-même dans la dispute, on a chacun l'espèce de petite marionnette de son système nerveux qui se font le combat. Et en réalité, dans ces moments où notre système nerveux est activé, ce qui se passe, ce qui est très important, c'est que on est en état de stress et d'activation et nos capacités de raisonnement, de calme, de perspective, de collaboration sont complètement désactivées. Et donc, ce qui permet de bien se disputer, c'est d'avoir conscience de son propre mode de fonctionnement, d'avoir conscience du mode de fonctionnement de l'autre personne, et quand c'est ça qui est en train de se passer, de faire ce dont on a besoin pour permettre à chaque personne de désescalader l'activation du système nerveux. Ça ne sert à rien d'avoir une discussion avec quelqu'un quand une personne ou les deux ont leur système nerveux activé. Ça ne peut que faire des discussions qui ne mènent à rien et qui, au global, peuvent faire plus de mal que de bien parce que ça peut justement nous amener à dire des choses qui dépassent notre pensée si on est dans le fight, ou alors ça mène à une impasse et voilà. Donc ça, c'est la première clé, c'est d'apprendre à identifier votre mode de fonctionnement du système nerveux, celui de l'autre personne, et d'avoir des discussions là-dessus. C'est assez rare, les couples qui discutent de ça, mais les couples qui discutent de ça sont bien mieux équipés pour avoir ces discussions-là que ceux qui ne les ont pas. Donc ça, c'était cette première clé. La deuxième clé que je voudrais vous confier pour que vous puissiez apprendre à bien vous disputer, c'est de rester concentré sur le sujet initial. Vous avez sans doute vécu des discussions ou des disputes dans lesquelles on part d'un premier truc, et puis en fait, de fil en aiguille, il y a des vieux dossiers qui remontent, on passe d'un truc à un autre, etc. Et où en fait, on part d'un truc où c'était juste, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais jeter tes mouchoirs après que tu te sois mouché ? Et on en vient à parler du week-end de mariage de machin où en fait il s'est passé ça et du fait que l'autre personne est incapable de mettre de l'argent de côté et que pourquoi tu m'as pas appelé quand t'es sorti tard du bureau l'autre soir, etc. Et en fait on sait pas du tout comment on en est arrivé là, tout le monde est sonné, on n'a rien fait avancer du tout et voilà, c'est parti en vrille. Et en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, ce système où en fait on aborde un truc et puis en fait on tire, et c'est comme si vous avez un placard qui est ultra encombré, vous essayez de prendre un truc et il y a tout qui vous tombe sur la figure. En fait, ça, c'est un signe que probablement vous ne vous disputez pas suffisamment souvent. Dans le sens où il y a tout un tas de sujets sur lesquels chacun s'est assis, sur lesquels chacun s'est dit « Ok, non mais c'est pas grave, j'en fais mon affaire, etc. Je vais pas amener ce sujet, etc. » Mais en fait, ça s'accumule, ça s'empile dans le placard. Et à la faveur d'un truc où en fait il y a une étincelle, ça met le feu aux poudres, mais avec genre un baril de poudre qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc la réponse, elle est double. Elle est d'une part de vous assurer que quand il y a un sujet, eh bien que vous l'abordez sans attendre que la pile de dossiers soit tellement haute qu'elle s'écroule. Donc ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse, c'est effectivement d'être vigilant ou vigilante dans des moments où vous vous disputez sur quelque chose,
de repérer ce qu'on appelle dans le langage professionnel le scope creep, c'est-à-dire le périmètre du sujet qui s'étend. En fait, c'est un petit peu comme dans une réunion de travail. S'il y avait un ordre du jour, si on s'est réunis pour parler d'un certain sujet, mais qu'on se met à parler de 12 trucs, en fait, on sait que ça mène à rien parce qu'on va ouvrir plein de portes qu'on ne refermera jamais, on va partir dans tous les sens et on va sortir avec une migraine et aucune clé. C'est pareil dans vos disputes, et donc l'enjeu, c'est de garder bien en tête quel est le sujet de cette discussion, quel est le sujet de cette dispute, et restons-en à ce sujet-là. Et si vous vous rendez compte que ça dévie, vous pouvez le dire, et vous pouvez dire, écoute, on était parti de ça et j'avais l'impression que ce dont tu voulais qu'on parle, c'était ça. Là, on se met à parler de tel autre truc. Donc, on peut changer de sujet, mais il y a cet autre truc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, c'est l'idée parfois de prendre de la hauteur par rapport à la discussion même. Et on peut tout à fait dire, écoute, on avait commencé à parler de ça, mais là, si on veut parler de cet autre sujet, du week-end du mariage ou de trucs, en fait, là, je me sens pas les ressources d'avoir cette discussion. Et donc, si tu veux bien, je te propose qu'on y revienne à un autre moment, parce que là, ça fait un peu beaucoup pour moi. Et autoriser aussi l'autre personne à dire la même chose. Donc ça, c'était cette deuxième clé. Assurez-vous de rester sur le sujet initial et de ne pas laisser la conversation dévier, sauf à vous mettre d'accord sur le fait que, ok, en fait, c'était pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, j'en sais rien, la répartition des tâches ou la propreté dans l'appartement, etc. Donc ça, c'était notre deuxième clé, de rester concentré sur le sujet, qui est le sujet central. Et la troisième clé, qui est très contre-intuitive, et ça j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, mais c'est même assez récent pour moi cette troisième clé, et donc je vous la confie avec d'autant plus d'enthousiasme. Cette troisième clé, c'est de savoir vous arrêter. En fait, moi, pendant longtemps, dans les discussions un petit peu houleuses, voire les disputes, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on continue à parler, qu'il fallait qu'on continue à discuter de ce sujet, jusqu'à ce que je me sente bien, et jusqu'à ce que je me sente apaisée. Et donc, parfois ça arrivait, c'est-à-dire dans une situation dans laquelle j'amenais quelque chose et où en fait le sujet était suffisamment simple pour que l'autre personne dise bah oui t'as raison et excuse-moi et t'as raison, je ferai attention à l'avenir, parce que parfois une discussion c'est aussi simple que ça, et ça c'est quand même chouette quand ça arrive. Donc là, apaisement, c'est bon et on arrête d'en parler et j'étais contente. Mais en réalité, dans la plupart des situations, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas blanc-noir, il y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est une confrontation des points de vue. On a des insécurités qui ont été activées. On a des peurs, il y a des choses, des insatisfactions, on n'a pas encore résolu. Il y a un compromis qu'il faut faire, mais en fait, ça nous va pas tellement et on a l'impression qu'il va falloir changer et c'est inconfortable et on aimerait bien que tout ça soit beaucoup plus simple, etc. Et donc, en fait, ça m'arrivait qu'on ait atteint un point où, en fait, le sujet était aussi résolu qu'il allait l'être, mais comme moi, je ressentais encore les espèces la résonance de la difficulté que ça avait été pour moi d'avoir mon système nerveux activé, d'essayer de voir la situation de son point de vue, etc. Donc il y a une adrénaline aussi dans le conflit, même si on le mène bien. Il y a c'est physiquement et émotionnellement, ça nous demande beaucoup de ressources. Et en fait, comme je me sentais encore comme ça, et ben en fait, j'avais l'impression que c'était pas fini et que du coup, il fallait qu'on continue à discuter. Et en fait, quand on continuait à discuter dans ces moments-là, en réalité, soit au mieux, on n'y gagnait rien de plus que d'avoir juste répété les mêmes choses sans que ça nous amène plus loin, soit c'était pire parce qu'en fait, du coup, ça réactive un truc et on repartait en arrière sur des trucs qu'on avait dit, qu'on avait l'impression que l'autre avait pas bien entendu, etc. Et donc en fait, c'est vraiment important de comprendre et d'accepter que le point de résolution, enfin qu'on ne peut pas évaluer le point de résolution d'une dispute ou d'une discussion à notre ressenti émotionnel, que c'est normal, à la fin d'une discussion qui a été un peu houleuse, même productive, même collaborative, de se sentir émotionnellement secoué. Et où là, en fait, l'enjeu, c'est que chaque personne puisse trouver la façon qui lui convient d'aller s'apaiser. Alors parfois dans certains couples en fait ça peut être de se prendre dans les bras et d'avoir une espèce de paix du corps. Alors je vous laisse imaginer la paix du corps jusqu'où vous voulez aller, la paix des corps jusqu'où vous voulez aller, mais donc ça peut être dans le fait de se reconnecter sur un autre plan que le plan de la dispute. Mais parfois ça on ne peut pas parce que justement on est trop dans un truc d'hostilité, et à ce moment-là il vaut mieux que chaque personne reparte de son côté
aille faire son truc de son côté, etc., redescende en tension et ensuite pouvoir se retrouver et chacun est redescendu et donc on est bien. Et moi, je sais que ce qui m'aide dans ces cas-là, c'est de pleurer un bon coup. C'est-à-dire, en fait, parce que je m'étais aperçue que souvent, à la fin d'une dispute, en fait, j'avais envie de pleurer. Et pendant longtemps, j'ai cru que je pleurais d'une forme de tristesse, que ce soit pas le beau fixe tout le temps, de tristesse qu'on se dispute, qu'il y ait des conflits, qu'on se comprenne pas toujours. Et en fait, en comprenant mieux comment fonctionne le système nerveux et nos systèmes émotionnels, en fait, je me suis aperçue que en fait, ce sont des larmes qui sont comme de prendre une douche après une séance de sport. c'est en fait, ça permet de ça lave ça remet les choses à zéro, ça fait du bien et on se sent mieux après. Et donc voilà, maintenant quand j'ai cette envie de pleurer après une dispute, à ce point de résolution, je le prends comme un moment où je me dis ok, en fait mon corps est prêt à relâcher la surtension causée par ce moment de communication pas évident. Cette discussion difficile mais nécessaire à laquelle qu'on a traversé en collaboration et c'est productif et ça fait avancer notre relation et la compréhension l'un de l'autre et quelques larmes et on se sent mieux après. Donc c'est cette troisième clé. La troisième clé, c'est de savoir vous arrêter et l'idée c'est aussi de se dire que parfois on a en face de nous quelqu'un qui, alors même que nous on pense que c'est un bon moment pour s'arrêter, et bien que lui aussi, enfin que lui en revanche, a l'impression qu'il faut continuer. Et donc ça, l'idée de toutes ces clés que je vous confie, l'enjeu c'est de bien comprendre que de la même façon qu'on n'apprend pas à naviguer dans la tempête, l'enjeu c'est d'avoir des discussions là-dessus avec votre conjoint, votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple, pour avoir des discussions sur vos discussions. En fait, c'est une sorte de méta, ça s'appelle la métacommunication d'ailleurs, et c'est en fait le fait de se dire en amont, il y a des moments où, qu'il y aura sans doute un moment dans nos disputes futures où on aura l'impression qu'il faut continuer, mais en fait on ferait mieux de s'arrêter. Et donc c'est le fait d'avoir préparé le terrain en amont qui permet dans l'instant qu'on puisse se dire, écoute, là j'ai l'impression qu'en fait on n'avancera plus là-dedans, c'est pas que je veux plus t'en parler, mais j'ai l'impression qu'on ferait bien de faire une petite pause et si tu veux, on s'en reparle à un autre moment. Donc j'espère vous avoir confié des clés qui vous seront utiles pour mieux vous disputer, bien vous disputer et surtout vous utiliser ces outils de compréhension de vous-même et de compréhension de l'autre qui vont au-delà des techniques de communication, encore une fois très utiles qu'on peut vous confier, pour avoir une lecture émotionnelle et de votre système nerveux de ce qui se passe pour vous quand vous vous disputez. J'ajoute que si vous voulez aller plus loin, on a une ressource gratuite qui est un guide pour aborder une conversation difficile. Et donc, cette ressource gratuite, vous pouvez la télécharger sur changemavie.com/conversation, conversation au singulier, et ça vous permettra de réfléchir en amont de votre prochaine conversation difficile pour l'aborder de la meilleure des façons. Je vous remercie et je vous dis à jeudi prochain.